Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle correction de sujet de brevet de mathématiques. Alors là, on s'attaque à la correction du sujet de centre étranger du 18 juin 2026. Alors on passe de suite à la première partie, donc à la partie automatisme, et ensuite on traitera la partie résolution. Donc pour la partie automatisme, un point essentiel, on vous rappelle que vous n'avez pas besoin de justifier vos réponses. Donc vous avez juste à marquer sur votre copie le numéro de la question et la réponse. Première question, voici la série des températures minimales relevées à Strasbourg lors des 5 premiers jours de février. Donc vous avez 0, -1, 3, 7 et 1. Et on vous demande de déterminer la médiane de cette série, donc la température médiane. Alors pour répondre à cette question, c'est très simple. On commence par mettre les températures dans l'ordre croissant. Donc on regarde, on a quoi? On a -1, on a 0, on a 1, on a 3 et on a 7. Alors si on a besoin, on s'écrit les choses. Donc on a combien? On a 5 valeurs dans cette série. Nos 5 données, si on fait 2 groupes, on aura quoi? 2 groupes de 2. Et la valeur médiane, ce sera 1. Donc la médiane de cette série, c'est 1. Donc il suffisait d'écrire quoi? Question 1. 1. On continue avec la question 2. Quelle est l'image du motif 4 par la translation qui transforme le produit numéro 2 en numéro 6? Alors je vous rappelle une translation. Qu'est-ce qui se passe pour votre figure? Elle va simplement glisser. Alors on voit que la figure numéro 2, elle a glissé vers la numéro 6. Comment? Dans cette direction. Donc pour comprendre bien comment marche votre translation, prenez un point repère. Par exemple, ce point-là, il est allé où? Il est allé ici. Donc vous voyez comment se déplace la figure. Donc si vous faites la même chose avec la numéro 4, le même point, il va se déplacer comment? Comme ceci. Donc la figure numéro 4, ça va devenir la numéro 8. Quelle est l'image du motif numéro 4 par la translation qui transforme le motif 2 en numéro 6? Il fallait répondre quoi? Question 2, numéro 8. Question 3. Une boîte opaque, on me rappelle ce que ça veut dire, opaque, on ne voit pas au travers, contient 3 boules rouges et 5 boules vertes identiques et indiscernables au toucher. On pioche une boule au hasard, quelle est la probabilité qu'elle soit rouge? Il y a 3 boules rouges sur un total de 3 plus 5, 8 boules. Donc on peut dire que la probabilité que la boule soit rouge est de 3/8. Ou on pouvait calculer aussi combien ça faisait 3 divisé par 8 et mettre 0,375 ou 37,5%. Question 4. Recopiez sur la copie et complétez avec des longueurs des côtés du triangle JLK pour que l'égalité ci-dessous soit vraie. On nous parle de quoi? On nous parle du cosinus de l'angle LKJ. L'angle LKJ, regardez, on vous l'a grisé, il est ici. Dans un triangle rectangle, comment on calcule le cosinus d'un angle? En faisant le quotient de la longueur du côté adjacent avec la longueur de l'hypoténuse. Alors, notre angle ici, l'hypoténuse c'est JK. Le côté adjacent à cet angle, c'est LK. Donc, on va compléter quoi? Cosinus de l'angle LKJ égale KL sur KJ. Pour cette question, il vous suffisait d'écrire quoi? Question 4. Cos de LKJ égale KL sur KJ. Question 5. La distance entre la Terre et Mars est environ égale à 311 200 000 km. Donnez la notation scientifique de 311 200 000. Pour avoir la notation scientifique d'un nombre, on le réécrit comme le produit d'un nombre compris entre 1 et 10 fois une puissance de 10. Alors, si je prends 311 200 000, où est-ce que je dois venir placer la virgule dans ce nombre pour avoir un nombre compris entre 1 et 10? Je n'ai pas le choix, c'est forcément entre le 3 et le 1. Si je le mets avant le 3, ça fera 0,3112, c'est plus petit que 1. Si je le mets après le 3, j'aurai un nombre qui est plus grand que 10. Donc, c'est pas bon. Donc, on n'a pas le choix. On va le mettre entre le 3 et le 1. 3,112. 3,112, maintenant, par combien je dois le multiplier pour réobtenir 311 200 000? Ma virgule, pour l'amener entre le 3 et le 1, je l'ai décalée de 3, 6, 8 rangs vers la gauche. D'accord? Donc, c'est comme si j'avais divisé par 100 millions. Par combien je vais devoir remultiplier
Pour retrouver mon nombre de départ, donc je vais devoir remultiplier par 100 millions, c'est-à-dire 10 exposant 8. D'accord? On a décalé de 8 rangs vers la gauche, on remultiplie par 10 exposant 8 pour la ramener vers la droite. Donc à cette question, il fallait répondre, question 5, 3,112 fois 10 exposant 8. On poursuit. Charlie a effectué un trajet en vélo en 2h30 minutes à une vitesse moyenne de 40 km/h. Calculez la distance en kilomètres parcourue par Charlie. Donc dire que Charlie roule à une vitesse de 40 km/h signifie que chaque heure, il va avoir parcouru 40 km. Donc au bout d'une heure, il aura parcouru 40 km. Au bout de 2 heures, 2 fois 40 km, c'est-à-dire 80 km. Et si on considère qu'en une heure, il fait 40 km, en une demi-heure, en 30 minutes, qui est la moitié d'une heure, il fera combien? La moitié de 40 km, c'est-à-dire 20 km. Donc si on ajoute ces 20 km aux 80 km parcourus en 2 heures, ça nous fera combien? 80 plus 20, 100 km. Question 7. Recopier sur la copie la forme factorisée de l'expression 5x plus 5. Alors, deux manières de répondre à cette question. Soit vous êtes à l'aise en factorisation, vous prenez l'expression, regardez, 5x plus 5, vous regardez chacun des termes, il y a 5x et il y a 5. C'est la table de quoi? C'est la table de 5. Donc on voit, on a 5 fois x ici, et ici on a 5 fois quoi? On a 5 fois 1. K fois A plus K fois B, on a retrouvé notre facteur commun, le 5. On le replace devant notre parenthèse pour factoriser. On refabrique les parenthèses. On l'avait distribué avec qui notre 5? On l'avait distribué avec x et avec plus 1. Donc la forme factorisée de 5x plus 5, c'est 5 facteurs de x plus 1. Vous pouviez tenter aussi de développer les deux premières expressions et vous trouviez que 5 fois x plus 5 fois 1, ben ça redonne bien 5x plus 5. Là, si je développe celle-ci, 5 fois x, 5x, mais 5 fois 5, ça va donner 25, ça ne va pas donner 5. Bien évidemment, 5x plus 5, ben on n'a pas le droit d'additionner les termes en x et les nombres, donc ça ne va pas donner 10x. Et attention ici, c'est un plus, ce n'est pas une multiplication, donc 5x plus 5, ça ne va pas donner 25x. À cette question, il fallait dire question 7, 5 facteurs de x plus 1. On est presque au bout de cette partie automatisme. Un article coûte 80 €, son prix baisse de 10%, recopié sur la copie le calcul permettant de trouver le prix final de l'article. Alors, est-ce que c'est 80 moins 10? Alors, si on calculait 10% de 80 €, pour calculer 10% de quelque chose, on le divise en 10. 80 divisé par 10, ça fait 8 €. Donc ça ne marche pas. La deuxième proposition, 80 moins 10%, elle ne fonctionne pas, puisque là, on enlève les 10% sur le prix de l'article. Non, il faudrait calculer combien ça fait 10% de 80 € pour faire la soustraction. Ah, la troisième proposition, on voit qu'on a 80 moins 10% fois 80. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, puisqu'on calcule combien ça fait 10% de 80 € en faisant 10% fois 80. 10% fois 80. Et on soustrait ce résultat à 80. Donc ça va marcher. Le dernier cas, 80 moins 10% fois 80. Non, ça ne marche pas du tout. On passe à la dernière partie. Question 9. Le graphique suivant donne la hauteur d'eau dans le port de Quiberon le 23 juillet 2025. Donc on voit l'évolution de la hauteur d'eau dans le port en fonction de l'heure de la journée. Alors, avec la précision permise par le graphique, recopier sur la copie la durée pendant laquelle la hauteur d'eau dans le port a été supérieure à 4 mètres. Donc on voit que c'est supérieur à 4 mètres à partir de 14h30, après 14h30, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à environ 19h. Donc entre 14h30 et 19h, j'ai combien de temps? J'ai 4h30. Donc c'était la deuxième proposition. Donc il fallait répondre à la question 9, 4h30 minutes. La première partie est terminée. On passe maintenant à la partie raisonnement et résolution. Attention à la présentation, attention à la rédaction. N'hésitez pas à vous engager dans un exercice, même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, ce sera toujours valorisé. Premier exercice, je découvre les choses avec vous, au fur et à mesure.
Donc dans cet exercice, on considère la figure ci-contre. Les points A, B et M sont alignés. Les points A, C et N sont alignés. Le triangle ABC est rectanglant. B, le triangle AMN est rectanglant. M, on nous donnait des indications qui étaient déjà reportées sur la figure. AB égale 6,4, BM égale 3,2 cm, AC égale 8. On vous disait la figure n'est pas en vraie grandeur. Pour la première question, on vous disait de tracer sur votre copie le triangle ABC en vraie grandeur en laissant vos traits de construction. Alors, regardez bien, ce triangle, il est rectangle. On ne nous a pas donné les trois longueurs du triangle, mais on va pouvoir le tracer avec précision. Comment? Alors, tout simplement, regardez. Je commence par tracer mon segment AB de longueur 6,4 cm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme information? Ici, on a un angle qui est comment? Qui est droit. Donc, les deux côtés AB et BC, ils sont perpendiculaires. Je prends ma règle, je trace un segment de 6,4 cm. Donc, je trace mon segment AB de 6,4 cm. Je prends mon équerre. Je trace le côté BC qui est perpendiculaire à AB en B. Donc, je sais que mon point C, il se retrouve quelque part là-dessus. Je sais que mon point C, il est quelque part là-dessus, sur la demi-droite. Mais je sais aussi que mon point C, il est à 8 cm du point A. Alors, si je veux placer précisément mon point C à 8 cm de A, je vais prendre mon compas, je vais prendre un écartement de 8 cm, je vais me placer en A et je vais voir où est-ce que mon arc de cercle, il va couper la demi-droite d'origine B que j'ai tracée. Donc, je vous laisse prendre connaissance du petit corrigé papier que je vous mets à l'écran. Deuxième question, démontrer que BC est égal à 4,8 cm. On cherche la longueur de BC ici. Alors, on rappelle que le triangle ABC est un triangle rectangle et que dans ce triangle rectangle, regardez, on connaît la longueur de AB, on connaît la longueur de AC. Dans un triangle rectangle, si je connais deux longueurs sur les trois, je peux toujours trouver la longueur du troisième côté en utilisant quoi? Le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore qui va nous donner quoi dans ce triangle? AC au carré est égal à BA au carré plus BC au carré. Donc on va commencer par écrire tout ça. Je viens d'écrire mon égalité. On a dit tout à l'heure qu'on connaissait AC qui mesurait 8 cm et on connaît également AB qui mesure 6,4 cm. Donc je vais remplacer mes longueurs connues par leur valeur, calculer leur carré. On obtient donc le carré de 8 est égal à 6,4 au carré plus BC au carré. Le carré de 8 c'est 64. Le carré de 6,4 c'est 40,96. Donc on a l'égalité 64 égale 40,96 plus BC au carré. Comment je vais pouvoir déterminer BC au carré en faisant 64 moins 40,96, ce qui va nous donner 23,04. Maintenant que vous connaissez le carré de BC qui est égal à 23,04, si je veux retrouver quel est le nombre positif dont le carré est égal à 23,04, je fais quoi? Je fais racine carrée de 23,04 et je trouve quoi? Que BC est égal à 4,8. Et je détermine quoi? Que la longueur BC est égale à 4,8 cm. Justifier que les droites BC et MN sont parallèles. Alors on va montrer que cette droite et cette droite sont parallèles. Alors c'est une question qu'on a déjà vue dans les sujets de brevet d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord. Regardez bien, on a nos deux angles droits ici. Ça veut dire quoi? Que les droites BC et MN sont toutes les deux perpendiculaires à la droite MA ou AM, c'est la même chose. Depuis la sixième, vous avez vu quoi? Que deux droites perpendiculaires à une même droite sont toujours parallèles. Donc on va pouvoir conclure que BC et MN sont parallèles. Question 4, démontrer que MN égale 7,2 et AN égale 12.
Alors, pour répondre à cette question, je vais déjà rappeler ce qu'on a vu. On a vu tout à l'heure que BC était égal à 4,8. On rappelle les consignes de départ où on nous disait que les points A, C et N ainsi que A, B et M étaient alignés. On vient de démontrer que les droites BC et MN étaient aussi parallèles. Donc nos deux triangles qui sont ici ABC et AMN, ils sont en configuration de Thalès. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Alors pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut quand même vérifier qu'on ait suffisamment d'informations au niveau des longueurs. On connaît AB, est-ce que je connais AM? Oui, je pourrais connaître AM en faisant quoi? 6,4 plus 3,2. Donc j'ai un quotient avec les deux longueurs connues. Maintenant, AC, il est associé à quoi? Il est associé à AN. AC, on le connaît. AN, c'est ce qu'on cherche. Très bien. En appliquant l'égalité entre ce quotient et ce quotient, on va pouvoir calculer AN. Maintenant, on cherche MN. MN, la longueur qui est associée, c'est BC. Donc on a AB sur AM qui est égal à BC sur MN aussi. Je connais 3 longueurs sur 4. Je pourrais également trouver la longueur manquante. On va dire tout ça, on va commencer par nos conditions pour dire qu'on peut appliquer le théorème de Thalès en disant quoi? Les droites MB et NC sont séquentes en A. On peut également dire que les points ACN d'une part et ABM d'autre part sont alignés. On n'oublie pas de rappeler que les droites BC et MN sont bien parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir dire quoi? AB sur AM égale à AC sur AN égale BC sur MN. On a donné nos conditions, on a appliqué le théorème de Thalès à nos deux triangles. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer les longueurs qui sont connues par leur valeur, ce qui va nous donner 6,4 sur 9,6 égale 8 sur AN égale 4,8 sur MN. Si maintenant on veut commencer par calculer AN, je vais prendre l'égalité entre ces deux quotients. La propriété du produit en croix nous donne quoi? Que 6,4 fois n, c'est égal à 8 fois 9,6. Et donc, pour déterminer n, on va faire quoi? 8 fois 9,6 divisé par 6,4. Et on détermine que n est égal à 12 cm. Maintenant, il nous reste à déterminer mn. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais utiliser mon premier et mon troisième quotient. 6,4 sur 9,6 est égal à 4,8 sur mn. Alors, dans ce cas-là, j'aurais très bien pu réutiliser le deuxième. Maintenant, je connais la valeur de AN. Dans ce cas-là, on me demandait de vérifier qu'AN était égal à 12 cm. Je n'ai pas de crainte d'avoir fait une erreur. Si j'applique maintenant l'égalité des produits en croix à cette égalité de quotient, j'obtiens quoi? Que 6,4 fois mn est égal à 9,6 fois 4,8. Donc, pour trouver mn, je vais faire quoi? 9,6 fois 4,8 divisé par 6,4, ce qui va me donner 7,2 cm. On finit ce premier exercice où on nous disait quoi? Le périmètre du triangle ABC et le périmètre du quadrilatère BMNC sont-ils égaux? Argumentez la réponse en précisant la démarche. Alors, tout simplement, regardez, ABC, je connais les longueurs des trois côtés, donc je peux facilement calculer le périmètre. BMNC, je connais BM, je connais MN, je connais BC, et CN, ben je peux le déduire puisque je connais la longueur AN et que je connais la longueur AC. Donc pour trouver CN, je vais faire quoi? 12 cm moins 8 cm. Donc j'aurai les 4 longueurs du quadrilatère, je les additionne et je vérifie mes deux résultats. Une fois nos deux calculs effectués, on détermine que le périmètre du triangle ABC est de 19,2 cm et que celui du quadrilatère BMNC est également de 19,2 cm. On conclura donc quoi? Que le périmètre du triangle ABC ainsi que celui du triangle BMNC sont égaux. L'exercice 2 se composait de deux parties indépendantes. Alors on regarde tout de suite la partie A. On vous disait une confiserie fabrique des bonbons multicolores au goût réglisse. C'est des Carensac pour ceux qui connaissent une fameuse marque de bonbons. Ces bonbons de longueur totale 15 mm ont la forme de gélules constituées de 3 parties, un cylindre et 2 demi-boules. Alors 2 demi-boules qui sont comment? Identiques de rayon 2,5 mm comme le montre le schéma ci-dessous.
Comme dans les sujets de brevet, on est toujours très gentil, on vous donne la formule pour calculer le volume d'un cylindre et le volume d'une boule. On vous rappelle également que 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc, tout ce qu'il y avait besoin de connaître, en fait, on vous le donnait. Donc, première question. Montrez que la hauteur H du cylindre est égale à 10 mm. Alors, on voit que de l'extrémité de notre bonbon à une autre, il y a combien? Il y a 15 mm. On sait que là, ça correspond à quoi? Du centre de la boule jusqu'à la première extrémité, ça correspond au rayon. Pareil également ici. Donc, on a quoi? On a 15 mm auquel on doit enlever 2 fois le rayon. Et le rayon était de 2,5. Donc, si on fait 15 moins 2 fois 2,5, ça fait bien 10 mm. Question de montrer que le volume de la partie cylindrique d'un bonbon est environ égal à 196 mm3. Pour répondre à cette question, il nous suffisait d'utiliser la formule du volume du cylindre qui était rappelée juste avant. C'est quoi? Pi fois rayon au carré fois hauteur. Je connais le rayon, il vaut combien? 2,5 mm. Je connais la hauteur qui vaut 10 mm. On a juste à remplacer dans notre formule. Alors, si je tape pi fois 2,5 au carré fois 10 sur ma calculatrice, j'obtiens quoi? J'obtiens 62,5 pi. Et 62,5 fois pi, si je demande à ma calculatrice une écriture décimale de 62,5 pi, je vais obtenir quoi? 196,34 et des poussières. Je sais que je n'obtiendrai pas un résultat exact, donc 196,34, je peux dire que c'est environ 196 mm3. Petit b, Léa affirme que le volume total d'un bonbon est compris entre 260 et 262 mm3. A-t-elle raison? Pour calculer le volume d'un bonbon en entier, on voit qu'on va prendre quoi? Le volume du cylindre et après on a deux demi-boules. Alors on a deux demi-boules, mais deux demi-boules de même rayon. Donc si je les assemble, ça fait quoi en fait? Ça fait le volume d'une boule. Ainsi, pour calculer le volume d'un bonbon, je vais faire quoi? Je vais additionner le volume du cylindre et le volume d'une boule. On a vu tout à l'heure que le volume du cylindre c'était 62,5 pi. Alors j'aurais déjà pu prendre la valeur approchée 196. Je préfère rester au plus précis, 62,5 pi plus le volume de la boule. Pour calculer le volume de la boule, la formule c'est quoi? C'est 4 fois pi fois rayon au cube divisé par 3. Le rayon c'est 2,5. Donc je vais faire quoi? 4 fois pi fois 2,5 au cube divisé par 3. Alors 4 fois pi fois 2,5 au cube divisé par 3, ça nous donne quoi? Ça nous donne 62,5 tiers de pi. Si je rentre ce calcul sur ma calculatrice ou directement cette ligne, je vais obtenir quoi? 261,79 et des poussières. On peut dire quoi? Que notre volume est proche de 261,8 mm3, qui est bien compris entre 260 et 262. Alors, on finit cette partie A. On vous disait, pour réaliser ces bonbons, la confiserie fabrique un mélange d'ingrédients qui est chauffé puis versé dans des moules en forme de gélules avant d'être refroidi. La confiserie fabrique chaque jour 83 litres de mélange. Avec cette quantité de mélange, peut-elle produire plus de 300 000 bonbons par jour? On a vu dans la question précédente que le volume d'un bonbon, c'est environ 261,8 mm3, une valeur haute.
Si maintenant j'ai 83 litres de mélange, ça fait combien de millimètres cubes? On sait qu'un litre égale 1 décimètre cube. Donc 83 litres, c'est 83 décimètres cubes. Maintenant, si on veut convertir nos décimètres cubes en millimètres cubes, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 1000 pour passer des décimètres cubes au centimètre cube. Et encore par 1000 pour passer des centimètres cubes au millimètre cube. Donc on va multiplier par 1 million. Ce qui nous donne un volume de pâte disponible de 83 millions de millimètres cubes. Maintenant, si je fais 83 millions de millimètres cubes divisé par 261,8 millimètres cubes par bonbon, ça va nous donner combien? Alors, si je tape 83 millions divisé par 261,8 sur la calculatrice, j'obtiens un résultat qui est d'environ 317 035 bonbons ou 36 bonbons. Dans tous les cas, on voit bien que c'est supérieur à 300 000 bonbons. Alors la partie B, on vous disait dans un magasin, les bonbons sont vendus en deux formats possibles. Le format A où on vous vend les bonbons par sachet de 500 grammes et le coût d'un paquet c'est 7,90 €. Deuxième format, on a des sachets de 250 grammes qui valent 4,30 € le sachet, mais on a une offre promotionnelle pour 3 sachets achetés, le quatrième est à moitié prix. Donc on vous disait, Léa veut acheter 1 kg de bonbons. Quel format doit-elle choisir pour payer le moins cher possible? Alors déjà, on voit 1 kg de bonbons, ça nécessite combien? 2 sachets avec le format A et 4 sachets avec le format B. Donc on va calculer combien est-ce qu'on paye dans chaque cas et on va comparer. Alors regardons bien, avec le format A, on a dit qu'il nous fallait 2 sachets à 7,90 € le sachet. Donc le coût avec le format A, ce sera 2 fois 7,90 €, soit 15,80 €. Avec le format B, on a besoin de 4 sachets de 250 grammes pour avoir 1 kg. Mais attention, on voit que lorsqu'on achète 3 sachets, on en a un quatrième à moitié prix. Donc attention, quand on va calculer le coût, sur les 4 sachets, on en compte 3 au prix normal, donc 3 à 4,30 €, plus 1 à moitié prix, donc c'est-à-dire la moitié de 4,30 €. Donc 3 fois 4,30 €, ça nous fait 12,90 €. Plus la moitié de 4,30 €, ça nous fait combien? 2,15 €. Si on additionne 12,90 € plus 2,15 €, ça nous fait combien? Ça nous fait 15,05 €. Si maintenant on compare, avec le format A, le kilo de bonbons me coûte 15,80 €. Avec le format B, le kilo de bonbons me coûte 15,05 €. Quel est le plus avantageux? C'est le format B. On arrive enfin au dernier exercice. Alors, voici deux programmes de calcul. Le programme A, regardez, se partage en deux parties. D'un côté, on ajoute 6, de l'autre, on soustrait 4. Et on multiplie les deux nombres obtenus. Le programme B, c'est quoi? Choisir un nombre, calculer le carré de ce nombre et soustraire 9. Première question, on choisit 1 comme nombre de départ. Vérifier que le résultat obtenu avec le programme A est moins 21. Alors, c'est assez simple. Regardez, je prends 1. Je peux même le faire en petit schéma. J'ajoute 6 à gauche. Donc 1 plus 6, ça fait 7. De l'autre côté, je soustrais 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. Si maintenant je multiplie les deux résultats, je fais quoi? Je fais 7 fois moins 3 et ça fait bien moins 21. Si on choisit 1 comme nombre de départ, on obtient bien moins 21 avec le programme A. Question suivante. On choisit 10 comme nombre de départ. Calculer le résultat obtenu avec le programme B.
Alors il est simple le programme B, regardez. Choisir un nombre, calculer le carré de ce nombre, soustraire 9. J'ai 10. Calculer le carré de ce nombre. Le carré de 10 c'est 100. 10 fois 10. Soustraire 9. 100 moins 9 ça fait 91. On va dire quoi? Si on choisit 10 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme B est 91. Question 3. Donnez tous les nombres de départ possibles qui permettent d'obtenir 16 avec le programme B. Alors regardez, si j'appelle X le nombre de départ, le résultat obtenu s'écrit comment? X donne X au carré, et après j'ai quoi? X au carré moins 9. Et moi, je veux quoi? Que X au carré moins 9 soit égal à 16. Comment on peut résoudre cette équation? Alors, il y a deux possibilités. Soit je garde mes X au carré à gauche et je mets tout le reste à droite et ça va me donner quoi? X au carré égale. Alors, je fais plus 9 de chaque côté, X au carré égale 25. Et on a vu cette année que les équations du type X au carré égale A, lorsque A est positif, avaient deux solutions, racine carrée de A et moins racine carrée de A. Ou, autre manière de procéder, je fais disparaître le 16 que j'ai à gauche ici. Je vais faire moins 16 de chaque côté. Ça devient quoi? X au carré moins 25 égale à 0. J'ai 0 dans le membre de droite. Je factorise mon membre de gauche à l'aide de quoi? X au carré moins 25, c'est de la forme A carré moins B carré. Donc, X au carré moins 25, c'est X au carré moins 5 au carré. On le factorise en X plus 5 facteur de X moins 5. Le tout égale à 0. C'est une équation produit nul. On va dire quoi? Soit c'est X plus 5 qui vaut 0, soit c'est X moins 5 qui vaut 0. Et on verra que dans les deux cas, on va trouver les mêmes solutions. Alors voilà les deux possibilités. Donc on avait dit soit X au carré égale 25, comme 25 est positif, cette équation elle met deux solutions. Alors soit X égale racine carrée de 25, ce qui fait 5, soit X égale moins racine carrée de 25, ce qui est égal à moins 5. Pareillement, si je mettais tout à gauche, d'accord, j'obtenais quoi? X au carré moins 25 égale à 0. Je factorise mon membre de gauche en quoi? En X plus 5 facteur de X moins 5, grâce à la troisième identité remarquable, A carré moins B carré. Une équation de produit nul, on rappelle qu'un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Hein, on peut le traduire comme ça. Si A fois B égale 0, alors A égale 0 ou B égale 0. Sinon, vous faites la phrase comme on l'avait vu dans le précédent brevet. Ça veut dire quoi? Soit c'est X plus 5 qui vaut 0, c'est-à-dire X égale moins 5. Soit c'est X moins 5 qui vaut 0, c'est-à-dire X égale 5. On n'oublie pas de conclure, on nous demandait quels sont tous les nombres possibles qui permettent d'obtenir 16 avec le programme B. On va dire moins 5 et 5 permettent d'obtenir 16 avec le programme B. Alors, question 4. Le programme ci-contre a été conçu avec le logiciel Scratch. Donc, vous avez votre programme qui est ici. On vous disait recopier et compléter sur la copie les lignes 3, 4 et 5. Donc, simplement ces trois lignes-là pour qu'il affiche le résultat obtenu avec le programme A lorsqu'un nombre de départ est saisi. Alors, on ne vous demandait pas de justification. Je vous rappelle ici comment fonctionne le programme A. On rentre un nombre. Alors, en deux parties. D'un côté, on ajoute 6. De l'autre côté, on soustrait 4 à ce nombre de départ. Et on multiplie les deux résultats obtenus. Si on regarde bien notre programme Scratch, on vous dit choisir un nombre. Donc, vous rentrez le nombre que vous souhaitez comme nombre de départ. Ensuite, dans le programme, on va avoir trois variables. Une variable valeur 1, une variable valeur 2 et une variable résultat. Valeur 1, on vous demande de faire quoi? Réponse, donc c'est-à-dire le nombre que vous avez rentré plus quelque chose. Et valeur 2, réponse, donc c'est-à-dire le nombre que vous avez rentré moins quelque chose. Si on regarde bien notre programme, qu'est-ce qu'on faisait au départ? D'un côté, on ajoutait 6, de l'autre, on soustrayait 4. Donc ici, on va mettre quoi? Valeur 1, c'est réponse plus 6. D'accord? Et de l'autre côté, on va mettre réponse moins 4. Sur votre copie, vous, il fallait que vous recopiez mettre valeur 1 à réponse plus 6, mettre valeur 2 à réponse moins 4. Alors, cinquième ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le résultat, on prenait quoi? On prenait le résultat des deux étapes précédentes et on les multipliait. Les résultats des deux étapes précédentes, pour nous, elles sont où? Elles sont dans valeur 1 et valeur 2. Donc, on va faire quoi? Valeur 1 fois valeur 2. Je vous rappelle que le fois, c'est l'étoile. Donc là, je vais le recopier celui-là parce que je n'ai pas la place de le compléter là-haut.
Alors à la question 5, on vous disait quoi? On vous disait on choisit x comme nombre de départ, montrer que le résultat obtenu avec le programme A est x au carré plus 2x moins 24. Alors je l'ai déjà un petit peu rédigé pour gagner du temps, regardez bien. Si je rentre un nombre x quelconque dans mon programme, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on va faire quoi? On va lui ajouter 6, donc x plus 6. De l'autre côté, je vais faire quoi? Je vais lui soustraire 4, ça va faire x moins 4. Maintenant, si je veux multiplier le résultat de mon addition avec le résultat de ma soustraction, il faut que l'addition et la soustraction soient prioritaires, se fassent avant la multiplication. Donc, j'oublie surtout pas de mettre x plus 6 et x moins 4 entre parenthèses. Donc, mon résultat, ce sera quoi? X plus 6, facteur de x moins 4. Première étape. J'ai obtenu que si x est le nombre de départ, mon résultat, il s'exprime sous cette forme, x plus 6 facteur de x moins 4. Je n'ai pas encore mon x au carré plus 2x moins 24. Alors, quand je compare ce que j'ai obtenu avec ce qu'on attend de moi, ici, pour le moment, j'ai une expression sous forme factorisée, d'accord? Et ici, on attend de moi que je montre que le résultat du programme de calcul, il peut s'exprimer sous cette forme développée qui est x au carré plus 2x moins 24. Mais comment je peux passer d'une forme factorisée à une forme développée? Ben justement, en faisant un développement. Donc ici, je vais utiliser quoi? La propriété de double distributivité. Ce qui va me donner quoi si j'applique la propriété de double distributivité à cette expression? Donc, x, je vais le multiplier avec x avec moins 4. Ça va faire x fois x moins x fois 4. Ensuite, je distribue mon 6 avec x et moins 4 également. Donc, ça va faire plus 6x moins 6 fois 4. On fait bien attention aussi. Si maintenant je simplifie ce que j'ai obtenu, ça donne quoi? X fois x, x au carré. Moins x fois 4, ça donne quoi? Moins 4x. Plus 6 fois x, ça donne plus 6x. Et moins 6 fois 4, ça donne moins 24. Je regroupe les termes de même famille pour réduire l'expression. Il y a deux termes en x, donc moins 4x plus 6x, je perds 4, je gagne 6. Ça revient à gagner 2, donc ça me fait quoi? Plus 2x. Alors il y avait quoi? X au carré plus 2x moins 24. Donc on vérifie que si on rentre un nombre x dans le programme A, on obtient bien x au carré plus 2x moins 24. Dernière question de ce sujet de brevet. On cherche quel nombre de départ choisir pour que les programmes A et B donnent le même résultat. Alors on vous disait écrire une équation permettant d'obtenir ce nombre de départ puis la résoudre. Alors je cherche quel nombre je peux rentrer dans le A et dans le B pour obtenir le même résultat. Si je décide d'appeler x ce nombre, on avait vu auparavant que lorsque je rentrais un nombre x dans le programme B, j'obtenais quoi? X au carré moins 9. Et là, en fait, on cherche quand est-ce que ce nombre x, ce même nombre, quand je vais le rentrer à la fois dans le programme A et le programme B, ça va nous donner le même résultat. C'est-à-dire que x au carré plus 2x moins 24 doit être égal à x au carré moins 9. Là, ce n'est pas un nombre quelconque, c'est un nombre précis que je cherche. Quel est ce x? J'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu l'appeler n aussi. D'accord? Alors, on va résoudre cette équation. Mais au premier abord, quand vous la regardez, cette équation, elle vous perturbe un petit peu, puisqu'elle n'est pas forcément de la forme de celle que vous avez vue pendant l'année. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du x au carré des deux côtés. Alors, pas de panique. On en a combien des x au carré? On en a un de ce côté, on a un de ce côté. Qu'est-ce que je peux faire? J'en enlève un à gauche et un à droite. Ils disparaissent. Donc, il va me rester quoi? 2x moins 24 égale à moins 9. Et ça ressemble un petit peu plus à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc 2x moins 24 égale à moins 9. Si je veux garder mes x à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Me débarrasser du moins 24 qui est ici en faisant quoi? Plus 24 à gauche, plus 24 à droite. Et moins 9 plus 24, ça va me donner 2x égale à 15. Si je poursuis la résolution de mon équation, 2x égale 15, comment je trouve la valeur de x? 2x, c'est x qui a été multiplié par 2. Pour retrouver x, je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Donc, la moitié de 15, à 2 fois quelque chose égale à 15, je fais bien 15 divisé par 2, ce qui me donne 7,5. Et on en conclut quoi? Qu'il faut choisir 7,5 comme nombre de départ pour que les deux programmes donnent le même résultat. C'est-à-dire, je rentre 7,5 dans chacun des deux programmes et on va obtenir la même chose. La correction de ce sujet de brevet de centre étranger du 18 juin 2026 est maintenant terminée. Je vous souhaite de bonnes révisions et de bonnes vacances pour ceux qui ont bien évidemment passé ce sujet et qui ont terminé leur année. Bon courage à tous.